Du coup, je vais vous présenter un cas clinique que j'ai appelé un crampe en caché à autre. Alors, il s'agit d'un patient, monsieur C, 48 ans. Il a commencé ses dents principalement un alcoolisme chronique pour consommation de cannabis. Il aurait présenté en 2019 un épisode de crise d'épilepsie au sevrage de son alcoolisme. Son mode de vie, c'est un monsieur qui travaille, qui est soudeur et qui vit en milieu rural avec élevage de bétail. Donc, l'histoire de la maladie, c'est le 5 octobre 2023. Il a assis un bar, un malaise, il chute, trauma crânien sans perte de connaissance. Il se plaignait de douleurs abdominales aiguës au niveau de l'hypocondre droit et il y avait une notion de vomissement et de diarrhée. Par ailleurs, il n'y a pas d'intoxication alimentaire et pas de voyage récent. 2 jours après, il consulte son médecin traitant qui retrouve une déshydratation, un état d'anorexie depuis 3 jours. Il fait faire un lien biologique. 2 jours après, il va aux urgences pour altération d'état général. Quand on arrive aux urgences, il a une tension artérielle normale, il est tachycarde. À l'examen clinique, on retrouve à l'examen abdominal donc cette douleur de l'hypocondre droit et de l'épigaste avec de l'ictère conjonctival. Il a des nausées avec vomissement alimentaire et il est oligo-énurique. Sur le plan neurologique, il est Glasgow 15, mais il se plaint principalement de céphalée. On retrouve aussi à l'examen clinique ce léger hématome du front au regard de la chute. Donc, il y a de l'expérience. Donc, sur le plan biologique, on retrouve une thrombopénie à 33, une hyperleucocytose. Sur l'hémogramme, on retrouve une hypokaliémie légère avec une hypercréatinémie à 397. Le bilan hépatique est perturbé avec une cytolyse importante et un taux de bilirubine conjugué élevé. Il y a un syndrome inflammatoire avec une CRP à 144. Le bilan microbiologique comprend une hémoculture ou CBU, coproculture, et étant donné la triade insuffisance rénale aiguë, thrombopénie et ictère, par quoi complétez-vous qu'est-ce que vous allez rechercher en plus? Quelqu'un? Rémi? Leptospirose. Ouais, du coup, chez lui, c'était ça. Donc, la sérologie, on retrouve l'antigène positif pour la leptospirose et une positivité de la PCR dans le sang. Par ailleurs, la dengue et le chikungunya, on cherche aussi dans ce contexte, sont des diagnostics différentiels qui sont négatifs. Juste pour rappel, donc, leptospirose, une spirochète, c'est une bactérie qui est extrêmement mobile grâce à ses endoflagelles. À droite, on a une représentation sur un microscope à fond noir. Pour rappel, ça se colore pas du tout au gramme. C'est comme ça qu'on visualise. Un petit point épidémiologique sur le plan international, ça touche essentiellement les pays du tiers-monde, donc l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et en France plus particulièrement les dom-toms. Dans le monde, ça représente à peu près 1 million de cas par rapport aux autres zoonoses. Ça représente un taux de mortalité de plus de 10%. Et en France, on en dénombre à peu près 600 cas. Un petit zoom sur les Antilles, la Guadeloupe, Martinique, c'est à peu près le même taux d'incidence, à peu près à 30-33%. Les dom-toms les plus touchés, c'est finalement Mayotte et la Polynésie. Mayotte, c'est surtout à cause de la situation économique. Juste pour rappel, depuis l'été dernier, la leptospirose est une maladie à déclaration obligatoire. Il y a un petit point de Chiesi-Webb, c'est une maladie qui a été découverte par Adolphe Bay et correspondant à la triade en 1886. C'est une maladie qui se transmet donc essentiellement, il y a trois modes de transmission, soit par morsure, par des rongeurs. Les rongeurs, c'est ceux qui peuvent avoir cette leptospirose de façon complètement asymptomatique, ou alors par contamination des urines des animaux qui peuvent aussi être malades de la leptospirose, comme le chien ou les animaux d'élevage. Et on peut aussi, par, par voie indirecte, être contaminé par l'eau. Ça touche donc essentiellement certains métiers. Une maladie à déclaration professionnelle pour certains, notamment les égoutiers, ceux qui travaillent en contact de déjection. Ça, c'est une étude à Mayotte qui montre un peu la corrélation entre la saison des pluies et l'épidémie leptospirose. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve en Guadeloupe après les inondations. Alors, quel est l'examen de référence pour la leptospirose d'un point de vue microbiologique? Quelqu'un? SQF.
En fait, à l'examen de référence, c'est le gold standard. C'est pas quelque chose que pour nous, on a spécialement mis. Donc, c'est un test d'hallucination microscopique. En fait, c'est un test c'est un test de référence qui a été décrit dans les années 1914. Ça remonte à un siècle. C'est vraiment pas quelque chose que nous, on utilise en pratique parce que le résultat, on l'obtient très tardivement. C'est un examen qui prend énormément de temps à faire, à peu près 4 heures. Et son rôle principal, c'est de classer le type de la bactérie qu'on a pour le type de sérobar. Et voilà, c'est considéré comme le test de référence. Juste un petit rappel sur la chronologie. Donc, à peu près, il y a 3 à 30 jours de période d'incubation. Et ensuite, dès l'apparition des symptômes, ça corrèle à la première semaine de leptospirémie, la période où la bactérie peut faire dans le sang. Et c'est là où on peut retrouver donc, des PCR positifs comme l'alimentation. La deuxième phase, c'est la phase immune avec la positivité des immunoglobulines. En fait, la bactérie, elle est tellement très, très mobile qu'elle tape un peu au système immunitaire cellulaire. Donc, chez ce patient, pour revenir à lui, il a eu un scanner thoraco-abdominal-pelvien sans injection qui retrouve rien de particulier. Quelle antibiothérapie a réalisé? Là, c'est proche. Alors, c'est en fait la leptospirose est sensible à tous ces antibiotiques, la pénicilline, l'oxycycline, fluoroquinolone. Et effectivement, dans les formes graves, on a tendance à mettre plutôt les bêta-lactamines. En fait, c'est une bactérie qui est les leptospirose. C'est des bactéries qui présentent très très peu de résistance, voire il n'y en a pas beaucoup qui sont décrites parce qu'ils ont un taux de CMI qui est assez bas pour la majorité des antibiotiques. Alors, c'est bon. Bon, c'était un peu en miniature. Alors, la patiente, elle présente une crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique. Le patient, pardon, après 3 minutes, il reçoit 1 milligramme de clonazepam. Ensuite, il présente une agitation post-critique qui va motiver justement une sédation par rythme Noël. Et puis après, 3 grammes de Keppra aux urgences. Que faites-vous devant un patient qui est... Enfin, c'est ce qui est... qu'est-ce que vous auriez? Est-ce qu'on protège les voies aériennes en un tube? Est-ce qu'on fait une ponction lombaire devant une suspicion de méningoencéphalite? Est-ce qu'on fait un scanner cérébral, une IRM cérébrale ou on ne fait rien du tout et on suppose que c'est un surdosage à niveau? Ouais. Donc voilà, il a été intubé et on lui fait faire un scanner cérébral et le radiologue conclut qu'il n'y a rien de particulier, rien qui pourrait expliquer ce tableau. Donc le bilan étiologique est complété par une ponction lombaire, un examen LCR bien sûr après une transfusion de plaquettes. Donc voici les résultats. Le patient, on lui retrouve dans son LCR une PCR positive à leptospirose. L'aspect est clair, on retrouve des leucocytes à 1400. Il n'y avait pas de formule leucocytaire parce que pour un délai d'acheminement, je sais pas, ça n'avait pas été fait. Et au niveau de la biochimie, on retrouve une hypercortisoralgie avec une hypercortisoralgie normale. Juste pour rappeler, la neuroleptospirose en tant que forme primaire qui va atteindre le système nerveux central, ça donne vraiment plusieurs tableaux. J'ai retrouvé donc cette revue de littérature qui reprend un peu les cas qu'on peut, les plusieurs formes qu'on peut retrouver comme la méningite aseptique, l'hyperradicolopathie, des Guillain-Barré-like, de méningoencéphalite. Ça peut vraiment donner le tout. Et ça, c'est une autre revue de la littérature qui, en fait, précise sur la méningite aseptique. Au niveau de la formule leucocytaire de la fonction lombaire, on retrouve une pléistose. On peut en retrouver à prédominance à PNL et on peut aussi en retrouver à prédominance lymphocytaire. Et en fait, l'explication, c'est que peut-être que la forme APNN est une présentation précoce. Voilà. Et sinon, pour le reste du bilan biochimique, on retrouve rarement une coupable d'hypoglycémie et une hypercortisoralgie. Donc, chez notre patient, ça a été complété par un film arrêt que l'on retrouve finalement en streptocoque pneumoniae.
Comment peut-on expliquer l'association de cette méningite à pneumocoque quand vous venez d'anamnèse? Bon, ça c'était que j'avais lié au tout début. En fait, peut-être qu'il y avait une brèche chaussée en mélangée lors de son plaisir. Donc après 7 jours, après et le terrain sous antibiotiques à dose mélangée, cefpotaxime, le réveil est adapté, ce qui avait permis un sevrage ventilatoire. Secondairement, on se redégrade. Et qu'est-ce qu'on peut suspecter parmi toutes ces propositions? Un surdosage d'antibiotiques, un surdosage d'antibiotiques, un état de mal épileptiquement conditionant, l'encéphalopathie métabolique. Yann? Après, il y a sur deux agréments d'automatique Ouais, on pourrait tout suspecter. Ça a été complété dans le bilan par une IRM. Il a une IRM cérébrale et un EEG qui ne retrouvait pas d'argument pour l'IRM. Il n'y avait pas d'argument pour une autre étiologie. Il y avait cet épaississement mélangé. Il n'y avait pas d'argument pour une encéphalopathie atypique, verniquée ou systémique cérébrale. Et l'EEG ne retrouvait pas de foyer épileptique. C'est probable sur le dosage de bêta-lactamine. Donc, en conclusion, je vous ai présenté ce cas de leptospirose avec un phénotype hépato-rénal, qui est la forme finalement la plus classique. En pratique, la ponction lombaire n'est pas faite parce que c'est inutile et parce que le contexte de thrombopénie. On suppose que si on devait la faire, la PCR retrouverait des leptospiroses, enfin la bactérie dans le LCR, et ça donnerait une forme de méningite aseptique. Est-ce qu'il y a une co-infection entre leptospirose et d'autres méningites? En fait, il y a peu de littérature et la forme neurologique isolée de la leptospirose est rarement isolée au premier plan. Et lorsqu'elle est au premier plan, c'est difficile de l'évoquer. Surtout que c'est la leptospirose, c'est une maladie c'est une zoonose qui est très sous-diagnostiquée. Nous, on y pense parce qu'on est aux Antilles, mais en Europe, dans le reste du monde, c'est pas du tout une pathologie que l'on évoque parce qu'il y a tellement de diagnostics différentiels. Et voilà, c'est quand même par contre une maladie émergente avec le réchauffement climatique. C'est quelque chose qu'on évoquera. Donc, possible coïncidence tout simplement chez ce patient. La seule comorbidité qui peut coïncider dans ce cas, la leptospirose et méningite à pneumocoque, c'est son alcoolisme. Voilà.